Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins 2 vidéos par mois, un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu le juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. À tous, présents et à venir, salut! Comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de temps qui se sont passés entre le premier et le deuxième épisode. Tout ça a été lié en fait à la création de ce studio. Je vous montrerai peut-être une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Voici donc la deuxième partie de notre série sur le Japon. Résumons la première partie, mais vous pouvez tout aussi bien aller la regarder ici. Nous avons parcouru, fort rapidement quand même, 50 ans de l'histoire de l'Empire du Soleil Levant. En 1850, le pays était certes unifié depuis longtemps, mais s'est coupé volontairement du reste du monde. Il est contraint de s'ouvrir aux empires coloniaux, ouverture initiée par un coup de force des USA au début des années 1850. La vidéo se terminait en 1900, année pendant laquelle le Japon se sent encore une fois humilié par la Russie cette fois. Alors on va faire un petit peu marche arrière pour reprendre notre ligne du temps à ce fameux traité de la triple intervention de 1895-1895 qui d'une manière ou d'une autre influença la vie de millions d'hommes et de femmes tant dans le Pacifique qu'en Europe. Demandons-nous d'abord pourquoi les puissances européennes se sont inquiétées de cette victoire japonaise sur les Chinois. Pour la Russie, c'est assez évident, nous l'avons vu. C'est elle qui a le plus à gagner à la modification de l'accord sino-japonais. En ce qui concerne la France, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, voir émerger un nouveau concurrent en Asie n'a pas plu. Mais bon, tout compte fait, la France n'a aucune ambition territoriale en Mandchourie, car sa sphère d'influence est plutôt dans le sud de la Chine, soit ce qu'on appellera l'Indochine et qui reprend entre autres l'actuel Vietnam. Et les Japonais achètent beaucoup de matériel militaire français et ils payent bien. Nous avons largement évoqué le rôle de Louis-Émile Bertin dans l'établissement des fondations de la marine japonaise. Bref, on peut dire que les Français entretiennent en fait des relations plutôt cordiales avec les Japonais. Mais la République se sent quand même obligée de rejoindre la Russie dans les pressions exercées sur le Japon. Et ce, en vertu d'un traité qui les lie. Bon, respecter un traité, c'est cool, mais aussi et surtout, diront certains, garantir les intérêts financiers de ses banquiers et de l'État, c'est mieux. La France a des intérêts dans les chemins de fer et dans l'État russe. Intérêts, sans jeu de mots, qui prennent des terribles proportions tant la Russie a emprunté aux Français. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler de ces fameux emprunts russes. Venons-en à l'Allemagne. Elle avait principalement 2 raisons de soutenir la Russie. Alors, en 1895, l'Allemagne est un tout nouvel État en fait, qui a à peine 25 ans. Oui, ça peut paraître étonnant en 2020, mais l'Allemagne est effectivement un État qui est plus jeune que la Belgique. Dès sa création, sentir la présence imposante de l'ours russe à leur côté ne les rend pas méga sereins. Il faut que les Russes plutôt regardent du côté du Pacifique que du côté de l'Atlantique. Ensuite, l'Allemagne a aussi des ambitions coloniales. Mais bon, comme ils arrivent à la fin des grands partages, ou devrait dire découpage, il va falloir jouer un petit peu les coudes. Alors en aidant la Russie, ils espèrent un retour d'ascenseur en quelque sorte. Russes, Allemands et Français donc font pression sur le Japon pour qu'ils revoient leur traité. L'idée générale que les 3 puissances veulent imposer au Japon, pour qu'ils puissent renoncer à ces gains territoriaux, c'est tout simplement augmenter l'indemnité versée par la Chine aux vainqueurs. Face à ces pressions, les Japonais ne sont pas en mesure de dire non et ils acceptent. Le 5 mai 1995, les forces d'occupation japonaises rentrent au pays. En 1896-96, pour bien marquer le coup, la Russie conclut une alliance avec la Chine qui garantit l'intégrité territoriale chinoise. Sur le thème de cette alliance, car rien n'est gratuit, la Russie obtient également le droit de poser des voies de chemin de fer du transsibérien entre la Mandchourie et Vladivostok, mais également de faire une antenne qui va descendre vers Port Arthur. Alors, pour garantir leurs investissements, ils administrent une bande de terre de chaque côté de la voie ferrée.
Alors, administrer, ça signifie concrètement qu'il y a en fait des patrouilles de soldats russes qui voyagent le long de cette voie de chemin de fer. La Russie est à 2 doigts de réaliser l'intégralité de son plan stratégique. Au XIXe siècle, il y a un adage, les accords n'engagent que ceux qui y croient. C'est différent aujourd'hui. Bon, bref. Ainsi, l'empereur allemand Guillaume II, lors d'une visite en Russie en 1897, demande un retour d'ascenseur de son cousin Nicolas II. Oui, ils sont de la même famille. Guillaume II obtient le soutien de son cousin pour que l'Allemagne puisse annexer un patelin en Chine qui s'appelle Qingdao. Les Chinois n'ont même pas le droit au chapitre, alors que je rappelle, ce sont les Russes qui sont les garants de l'unité territoriale chinoise. Par la suite, Nicolas II lui-même décide de s'emparer de Port-Arthur, malgré, de nouveau, ses propres garanties de l'intégrité territoriale. La Russie occupe la péninsule de Port-Arthur, dont ils avaient exclu le Japon moins de 3 ans auparavant. Et les Chinois, pour ça, ils doivent payer un petit peu moins. Allez, c'est cadeau. Merci qui? Merci Nicolas et Guillaume. La Russie utilise en plus la rébellion de 1900, que nous avons vu à la vidéo précédente, comme une excuse pour en plus déverser des troupes en Mandchourie. Et de là, ils envisagent d'envahir la Corée, dont l'indépendance, elle, est garantie par le Japon. Nous sommes donc maintenant raccord avec la vidéo précédente. Comme on dit... Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Et les choses ne vont pas en rester là. Regardons les options qui s'offraient aux dirigeants japonais. Pour cela, nous allons reprendre la méthode que j'ai utilisée pour parler du Brexit, à savoir l'arbre de décision. Alors, petite précaution oratoire, il est facile, plus de 100 ans après les faits, de trouver que les dirigeants de l'époque avaient tort, qu'ils auraient dû faire ceci ou faire cela, parce que nous savons ce qui s'est passé, et nous avons du recul. Donc. C'est ce qu'on appelle un biais rétrospectif. J'ai donc fait l'effort, et vous m'avez accompagné jusque-là, pour revenir à ce que les gens de cette époque savaient, et dans quel contexte ils évoluaient. De là, la première vidéo. Je vais maintenant traduire ma perception, très modestement, en théorie bayésienne de prise de décision dans l'incertitude. Il faut savoir qu'à cette époque aussi, ces modèles mathématiques que je vais utiliser n'existaient pas. Les décideurs de l'époque utilisaient leurs propres méthodes de manière empirique. Le bon sens, le gut feelings ou le Bourverstand pour les Bruxellois qui me suivent. Bref, à ce moment, 1803-1804, les cartes ont été distribuées et le premier à pouvoir jouer, c'est le Japon. Le Japon a 2 possibilités. Soit il reste à la maison pour consolider ses défenses et donner ainsi une victoire stratégique à la Russie, ou alors il décide d'envahir la Corée, la Mandchourie et de reprendre Port-Arthur. Dans ce cas-là, les Russes sont maintenant en position de jouer. Soit il n'y a pas de combat, c'est une victoire stratégique pour le Japon, les Russes reconnaissent qu'ils n'ont pas respecté les termes de leur propre accord et retournent dans leurs frontières. Soit ils partent en guerre, et dans cette hypothèse, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Les autres puissances coloniales ont déjà fait beaucoup pour la Russie quand même, et sur ce coup-là, il faut avouer qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. En cas de combat, soit on perd, soit on gagne. Nous allons maintenant créer pour chaque puissance un référentiel d'utilité, à savoir un système de score qui va nous permettre de quantifier ces différents résultats. C'est ici le plus loin, le plus important de la méthodologie, mais c'est aussi le plus discutable. Comme un conflit est toujours multidimensionnel, j'ai choisi de prendre 4 dimensions. Le gain ou la perte en termes de rayonnement international, le gain, ou plutôt je dirais la perte plus ou moins grande en termes de dépenses militaires, les pertes et les gains économiques, les gains ou les pertes en termes de confiance de la population dans son gouvernement. Alors, ces dimensions n'ont pas la même valeur pour le Japon et pour la Russie. Pour les Nippons, 2 dimensions sont d'une importance vitale. La première est la confiance de la population, car n'oublions pas que c'est à cause de ce genre de pression que le régime des shoguns a été remplacé par l'ère Meiji. La deuxième dimension importante est le rayonnement international. Le Japon vit dans la hantise de se retrouver colonisé ou pire dépecelé comme la Chine. Le Japon est un pays qui n'est pas immensément riche, qui a peu de ressources propres, telles que matières premières ou énergie primaire. Les dépenses militaires doivent donc être limitées sous peine de mettre le pays à genoux. Enfin, les gains économiques ne sont pas primordiaux. Pour la Russie, ce que le tsar veut à tout prix, c'est un accès à la mer.
Donc, les gains économiques sont primordiaux dans leur analyse. Cette dimension est suivie de près par l'image internationale. La Russie veut s'imposer dans le Pacifique pour que les autres la laissent faire leur petit commerce. Les deux autres dimensions sont d'égale importance. Pour chacune de ces dimensions, j'ai créé une échelle de 0 à 100 pour les gains, 100 étant égal à un gain très grand, et de 0 à moins 100 pour les pertes, moins 100 étant égal à une catastrophe, un epic fail si vous voulez. Je vais donc remplir les cases du tableau des utilités. Alors, je vous rassure, je ne vais pas tout parcourir, ça risque d'être très vite chiant. On va prendre quelques exemples. Une victoire militaire est scorée à 100, alors qu'une victoire sans guerre est scorée à 80 sur l'image internationale et 50 en politique intérieure. En effet, je pars du principe qu'une victoire militaire impressionne plus que les pressions politiques ou diplomatiques. Si le Japon n'envahit pas la Corée, l'économie en dépenses militaires devrait leur permettre d'affecter ses moyens à d'autres fins, comme par exemple la création d'une flotte de navires marchands. C'est pourquoi j'ai donné un score de 30 sur le gain économique. Sur cette dimension, vous pouvez aussi voir qu'en cas d'invasion, le repli des Russes donne de meilleurs gains qu'une victoire avec combat. C'est en effet pour tenir compte des dégâts causés par une guerre. L'utilité totale du résultat d'une action et d'une réaction est calculée en additionnant les scores des critères multipliés par leur poids respectif, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-après. Pour la Russie, j'ai réalisé le même tableau. Les mêmes effets ont les mêmes causes, même avec quelques différences notables. Sur le plan de la politique intérieure, c'est moins grave pour la Russie que pour le Japon. On a effectivement moins 50 au lieu de moins 100. Mais cela reste fort négatif. Ne suis-je pas victime du biais rétrospectif, à savoir que je mets ce score parce que je connais les troubles qui vont avoir lieu après la guerre? Je ne le pense pas. En 1881, l'empereur Alexandre II meurt assassiné alors qu'il avait lancé de grandes réformes de régime, vers plus d'ouverture et de pouvoir à des assemblées consultatives. L'assassinat d'Alexandre II a pour résultat immédiat de remettre en question ces réformes. Son fils, Alexandre III, aura un règne axé sur le retour à l'autorité brutale du monarque et aux privilèges des nobles. Ainsi, en 1887, on écarte des écoles et d'universités les enfants des cochers, des laquais et des cuisinières. Son fils Nicolas II, en 1804, est confiant dans cette doctrine paternelle, mais il sait aussi que certains bourgeois cherchent à revenir à ces réformes. Une défaite pourrait leur donner de bons arguments sur l'incapacité du régime à faire face au nouveau monde qui se dessine. Mais c'est moins grave que le même résultat pour le Japon. Rappelez-vous, c'est à marche forcée que le Japon est entré dans l'ère industrielle. Nous avons vu qu'il y avait déjà eu des révoltes. Une défaite du Japon sur la Russie serait catastrophique pour le régime en place. Autre différence, pour la dimension gain-perte économique, un repli sans combat est plus néfaste pour la Russie que pour le Japon, avec un score de moins 50 et de 30 respectivement. En effet, pour les Russes, retourner à la maison, c'est renoncer à l'accès au Pacifique via Port Arthur et donc perdre leur investissement dans les lignes de chemin de fer. Enfin, il leur reste quand même Vladivostok, donc c'est pas non plus une catastrophe. Si vous avez des questions sur certains scores, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Avec cela, nous calculons aussi de la même manière l'utilité totale pour les Russes. J'ai donc maintenant un score d'utilité pour chaque résultat possible. Bon, comme ça, c'est pas simple de savoir ce qu'il faut faire. Comme le Japon est le premier joueur, doit-il oui ou non envahir la Corée? C'est ça la question de départ. Il nous faut donc calculer un score combiné de l'ensemble des possibilités de résultats d'une invasion. Pour cela, on va utiliser la crédence de survenance pour établir ce qu'on appelle une espérance d'utilité. Alors, je dis crédence, c'est pour être le plus correct possible dans mon vocabulaire. Si vous voulez, vous pouvez remplacer ça par le terme chance. Quelle est la chance que ces différents résultats se produisent? Alors, on est bien d'accord qu'il est fort peu probable que les Russes se replient sans combat si les Japonais venaient à débarquer. Disons que cette hypothèse est une crédence de 10%, et donc 90% de chances que les Russes se lancent dans un combat contre les Japonais. Pour les résultats de ces combats, avec un rapport de 200 000 soldats nippons contre 1 million de soldats russes, les chances de gagner pour les soldats japonais est quand même très faible. On va donc dire que l'on a 80% de chances pour les Russes de gagner et donc 80% de chances pour les Japonais d'avoir une défaite.
Pour pouvoir décider quelle est l'option que les Japonais doivent suivre, on va tout simplement multiplier les résultats des différentes utilités totales par la crédence correspondante. On applique en fait la formule des probabilités conditionnelles. Ainsi, le score des Japonais pour l'option invasion est égal à moins 60,26. Vous avez ici le détail de la formule. On réalise le même calcul pour l'Empire russe. Et maintenant qu'on a ces résultats, on peut les comparer. Avec cette méthode, on voit que le moins pire des scénarios pour le Japon est donc de rester sur cette aire. Si on part de l'hypothèse que les deux belligérants ont la même perception de ces crédences, on peut aussi conclure que les Russes ont vraiment intérêt de choisir le combat si jamais les Japonais n'étaient pas raisonnables. Mais remarquez aussi qu'on vient ainsi de rationaliser ce que les Russes pourraient comprendre de la position japonaise. Donc, d'après eux, en cas de rupture des accords avec les Chinois et invasion de la Mandchourie pour rendre Port Arthur, cela conduirait les Japonais à ne pas bouger. Surtout, on voit aussi que les Japonais sont de toute façon perdants. Une analyse plus fine montre que c'est le faible taux de pourcentage de chances d'être victorieux en cas de conflit avec la Russie qui conduit à cette conclusion. Voici ce que donnerait ce tableau avec des pourcentages limites qui égalisent les deux options. Il faut le comprendre comme ceci. Si les chances de victoire sont d'un peu plus d'une chance sur deux, alors l'option de l'invasion est le meilleur choix que de rentrer à la maison. C'est évidemment lié à l'échelle d'utilité que j'ai utilisée, mais j'y reviendrai dans les conclusions. Pour les Japonais, la question maintenant est de savoir comment maximiser le pourcentage de chances d'être victorieux. Pour le moment, le ratio militaire sur place est de 80 000 soldats russes pour 200 000 Japonais. Et encore en comptant très large les forces russes déployées à Port Arthur et le long de la ligne de chemin de fer. Il paraît évident qu'il ne faut pas laisser le temps aux Russes de transférer des renforts depuis le côté européen. Une attaque surprise, sans déclaration de guerre, est une bonne option. Mais il y a un petit risque d'être perçu comme étant le méchant et de fâcher les autres pays européens. Mais comme nous l'avons déjà dit, les Européens trouvent déjà que les Russes dépassent les bornes. Dans cette stratégie, les analystes japonais estiment ou pourraient estimer que le chemin de fer transsibérien sera inadéquat pour fournir des renforts russes à temps opportuns. Il faut donc la maîtrise de la mer aussi. La flotte russe du Pacifique est coupée en deux. Une partie est à Vladivostok, l'autre est à Port Arthur. Il faut donc les bloquer dans leur port. Si jamais la flotte russe de l'Atlantique devait venir donner un coup de main, il leur faudrait des mois pour rejoindre le théâtre des opérations. Cela renforce la nécessité d'une victoire terrestre rapide. De cette analyse, les stratèges nippons pensent aussi que l'armée tsariste va donc choisir de faire exactement le choix inverse, c'est-à-dire gagner du temps. L'histoire militaire russe, qui à ce moment est encore fort marquée par les guerres napoléoniennes, est passée maître dans l'art de la retraite ordonnée. Éviter le combat tant qu'il n'y a pas un surnombre évident en faveur de vos troupes. Donc, faire face à une agression, les Russes vont plutôt reculer pour consolider leur position, affaiblir leur adversaire et entendre les renforts. C'est tout le pari des forces japonaises. L'idéal serait donc de pouvoir isoler par petits paquets, lors de leur retraite, les forces russes et d'encercler Port Arthur. Les Japonais comptent aussi sur deux autres éléments. Premièrement, leur armement est plus neuf, plus moderne que celui des Russes. Et deuxièmement, le soldat nippon de base est super motivé, car il comprend que c'est une question de survie pour son mode de vie. Alors, le soldat russe est certes très courageux, mais il se bat que pour les aristocrates qui puissent se faire plus d'argent. Avec ces éléments, il est raisonnable de penser que les chances de victoire pour eux est supérieure à 50% si la campagne ne dure que quelques mois. C'est ce plan qui sera donc lancé dans la nuit du 8 au 9 février 1904. Sans déclaration de guerre, la principale flotte japonaise, sous le commandement de l'amiral Togo, prend par surprise l'escadron russe à Port Arthur, infligeant de lourdes pertes et imposant un blocus au port. L'amiral Alexeïev, vice-roi et premier commandant en chef des forces russes en Asie de l'Est, donna l'ordre que la marine ne prenne pas le risque de tenter de rupture du blocus. Sans attendre de prendre la maîtrise de la mer, les Japonais commencent en mars à transporter leur première armée à travers la mer vers la Corée. Ils débarquent non loin de Séoul, dans le nord, dans l'idée d'isoler les forces russes par paquet. Le Japon déclare enfin officiellement la guerre le 10 février 1904.
En mars, le blocus de Vladivostok est obtenu par une action vigoureuse du reste de la flotte nippone. Le dégel printanier rend les routes impraticables et il faut plusieurs jours avant que l'armée japonaise soit en position sur la rivière Yalu. C'est assez fâcheux car je vous rappelle que les Japonais jouent contre le temps. Enfin, le 1er mai, les Japonais attaquent et après de violents combats, battent les Russes. Ce fut une victoire d'une importance considérable, car bien que les Russes soient en infériorité numérique et aient pu réaliser un retrait ordonné, il s'agissait du premier engagement victorieux du Japon face à un pays occidental. En mai, la 2e et 3e armée japonaise débarquent dans la péninsule de Port Arthur et le 26 mai, cette force dépassant les Russes de 1 pour 10 a remporté la victoire de la bataille de Nanshan, coupant la garnison de Port Arthur des principales forces russes en Mandchourie. Pour le moment, tout se passe selon les plans, mais les Russes sont passés maîtres dans l'art de la retraite bien organisée et les Japonais n'arrivent pas à les piéger. Du côté russe, le pouvoir charge le général Kuropatkin d'être le nouveau commandant en chef des opérations. Il ordonne des préparatifs pour faire de Munchen, aujourd'hui Shenyang, un bastion où il pourrait se retirer. Mais à ce moment-là, il reçoit l'ordre signé par l'empereur Nicolas II lui-même, lui faisant comprendre que le sort de Port Arthur était de sa responsabilité directe. Le tsar veut éviter à tout prix qu'un tel symbole ne tombe trop vite. Kuropatkin a donc disposé ses forces principales au sud de Munchen, autour de Ningyao. Kuropatkin teste les positions japonaises par quelques attaques en juillet, mais ne se rejoindra jamais à les attaquer franchement car il a trop peur de se faire déborder et d'ouvrir un couloir menant à Port Arthur. Le 25 août, enfin, la bataille de Linyang est engagée par les forces russes. Après 9 jours de combats tenaces, les Japonais remportent une victoire importante malgré des effectifs inférieurs. Néanmoins, cette deuxième victoire est très coûteuse. Quelques 23 000 hommes sont hors combat du côté japonais. Les Russes, quant à eux, s'en retournent en bon ordre vers Munchen, où ils reçoivent maintenant des renforts via le transsibérien en raison de 30 000 hommes par mois. La situation se dégrade clairement pour les Japonais. Du côté de Vladivostok, la force russe du Pacifique tente une désastreuse sortie. On les reverra plus jamais. Les Russes passent à l'offensive durant l'automne et l'hiver qui vient. Ce sont effectivement des conditions plutôt favorables à l'armée des steppes de Sibérie. Les premières batailles résultant de l'offensive de Kuropatkin ont lieu sur la rivière Chayo, le 5 et 17 octobre 1904, suivi encore d'une autre bataille. Ces deux batailles auraient pu être des victoires décisives pour la Russie si Kuropatkin avait été plus agressif. Mais en l'occurrence, les deux batailles se sont révélées indécises et les Japonais tiennent bon. Pendant ce temps, à Port Arthur, les choses ne vont pas top pour les Japonais. Ils se sont lancés dans de nombreux assauts, mais les Russes sont forts sur leur position et utilisent très efficacement les mitrailleuses, une arme nouvelle, pour décimer et déchiqueter les assauts des Japonais. Ceux-ci sont réduits à faire un siège en bonne et due forme, avec bombardement régulier de la ville. Ces bombardements sont très pénibles et certains officiers russes craquent. Le 2 janvier 1905, le commandant de la forteresse envoie le drapeau blanc sans s'entretenir avec ses officiers. C'est la reddition de Port Arthur, presque à la surprise des Japonais, car la forteresse contenait des provisions pour plus de 3 mois et un approvisionnement suffisant en munitions pour tenir le siège. C'est un coup dur pour les Russes, qui provoque même une révolution là-bas. Port Arthur étant tombé, c'est fini des moments d'hésitation. Il faut maintenant sauver l'armée russe et affaiblir les forces japonaises. Kuropatkin décide donc à nouveau de s'attaquer aux Japonais. Mais cette fois, les Japonais le devancent avant qu'ils soient tout à fait prêts et attaquent Munchen. Les pertes dans cette bataille sont exceptionnellement lourdes, préfigurant la boucherie de 14-18. Kuropatkin décide de se retirer vers le nord, un mouvement qu'il mena d'ailleurs avec succès. Le Japon est maintenant épuisé et une bonne partie de ses réserves a déjà été engagée dans ce conflit. Les espoirs de poursuivre une guerre terrestre avec succès sont réduits à néant. Le coup de grâce pourrait en plus venir de la mer. En effet, depuis le 15 octobre 1904, la flotte russe de la Baltique fait route vers le lieu du conflit. Alors pour la petite histoire, la flotte russe entame les combats le 21 octobre, coulant des chalutiers qu'ils ont pris pour des torpilleurs japonais, ça en plein milieu de la Manche en fait. Port Arthur étant tombé entre-temps, le commandement décide de continuer pour rejoindre Vladivostok. Pour cela, après s'être rassemblé en Indochine, il doit passer par le détroit de Tsushima.
L'amiral Togo l'attend au large de la côte sud de la Corée, près de Pusan. Et le 27 mai, à l'approche de la flotte russe, il l'attaque. Les navires japonais sont supérieurs en vitesse et en armement, et au cours de la bataille, qui dure 2 jours, les 2 tiers de la flotte russe sont coulés. 6 navires sont capturés et 4 atteignent enfin Vladivostok, et 6 se sont réfugiés dans les ports neutres. Ce fut une défaite dramatique et décisive. Après avoir voyagé 7 mois à quelques centaines de kilomètres de sa destination, la flotte de la Baltique a été brisée. Et avec elle, les espoirs de la Russie de retrouver la maîtrise de la mer. Pour la Russie, le cours désastreux de la guerre a sérieusement aggravé les troubles à l'intérieur du pays. Et la capitulation de Port Arthur, suivie de la perte de Munich, maintenant la défaite désastreuse de Tsushima, a fait que l'empereur a accepté la médiation offerte par le président américain. C'est toutefois le gouvernement japonais, remarquez-le, qui prend l'initiative de proposer des négociations de paix. Ils ont réussi à cacher jusque-là l'étendue de leur désespoir, mais épuisés financièrement et craignant une longue guerre d'usure loin de leur base, les Japonais espèrent que les troubles aigus en Russie obligeraient le gouvernement à discuter des conditions de leur paix. Et leurs espoirs se sont avérés justifiés. Le traité de Portsmouth est signé en septembre 1905. Le Japon prend le contrôle de la péninsule de Port Arthur et de Port Arthur, prend également contrôle des chemins de fer qui mènent à Port Arthur, qui viennent le long de la Mandchourie. Les Russes, eux, sont obligés de remonter et d'évacuer le sud de la Mandchourie, qui est restitué à la Chine, et le contrôle du Japon sur la Corée est reconnu. Comme on dit, les Japs ont eu chaud au mich, mais leur pari de départ est né. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur ce volet important de l'histoire de l'autre côté des mers. J'avais promis de revenir sur l'influence des scores utilisés dans cette approche. Alors c'est évidemment essentiel, mais il est possible de réaliser une analyse de sensibilité des différents scores, voire même de voir si ces scores ont une influence si importante que ça. Alors l'échelle de score proprement dite n'est pas importante, c'est la relativité entre les scores qui est importante. Ce ne sont donc pas les chiffres absolus qui comptent, mais c'est le rapport entre les utilités qui est important. Voilà, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. C'est donc la deuxième partie sur le Japon. Il y aura donc une troisième partie qui sera consacrée à l'entrée en guerre du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. On verra que les 2 vidéos précédentes, donc la première et celle-ci, ils sont intimement liés. Alors, en guise de conclusion, je voudrais juste dire ceci. La victoire des Japonais face aux Russes est clairement l'événement majeur qui nous permet de dire qu'à ce moment-là, en 1905, le soleil s'est levé sur l'Empire du Japon. Mais en même temps, on peut également affirmer que la nuit, et une nuit noire, s'est abattue sur la Russie.